dire pour vous les mesures 27 et juste avant C, Oui. Oui, les Plus de... autour de C. Alors non, il y a eu des nuances. Le piano doit monter plus que ça, aboutir vraiment à fortissimo. Et quand on arrive sur un C, eh bien vraiment éclaté. Oui, mais on peut vraiment toutes les notes de. Et puis alors ensuite, par contre, à 29, la clarinette, si c'est possible de l'avoir encore plus douce, encore plus piano. Alors les cloches, peut-être ce que j'appelle les cloches. Oui, si fait là, oui. Non, juste que ce sont. Oui, non, à la deuxième de C. Ah, la deuxième de C. Oui, c'est ça. Ça a un petit peu plus de son. D'accord. Dans ces... Et ben voilà. Et ben voilà, c'est bien. Et évidemment, tu étais là aussi. Oui, alors maintenant, sans chef, sans conducteur. J'ai un petit son. Avaient certes des dons pour la musique, mais ils sont nés l'un comme l'autre avant la guerre de 14-18, avant la Première Guerre mondiale. Et je pense qu'ils ont eu des jeunesses l'un comme l'autre assez difficiles et qui n'ont pas pu s'épanouir comme ils auraient pu dans d'autres circonstances, si bien qu'en fait ils n'étaient pas très ouverts, ils n'écoutaient pas de musique. Et chez moi, on n'allait pas au concert. Mais cependant, si je prends des deux côtés, la mère de mon père jouait très bien du violon. Elle était italienne, vénitienne, et elle chantait l'opéra comme beaucoup d'Italiens chantent spontanément l'opéra. Donc mon père connaissait beaucoup d'airs de l'opéra italien, qu'il chantait éventuellement lui-même, mais ceci dit, on n'écoutait pas de la musique avec des disques, on n'avait pas de quoi les écouter. Et du côté de maman, alors son père, qui était anglais, était anglican, comme religion anglicane, et donc il y a une église anglicane à Paris dont il tenait les orgues, les grandes orgues. Il avait un bon niveau en piano, en tout cas. Et maman a travaillé le piano. Voilà. Donc, ce qui m'a influencé, c'est que mes parents, soudain, pour une raison, enfin le hasard, je pense, ils ont pensé que ce serait peut-être une idée d'acheter pour Noël un électrophone, de quoi écouter de la musique, quelques disques. Et donc ils ont acheté un peu au hasard, parce qu'ils n'étaient pas vraiment connaisseurs du grand répertoire musical. Et ils ont acheté donc la symphonie fantastique de Berlioz, qui a été pour moi un choc extraordinaire. Et ils ont acheté aussi les études de Chopin avec Jeanne-Marie Darré. Et ça a été une autre révélation. Et donc pour moi, ça a été quelque chose qui a transformé brutalement mon existence, le cours de mon existence. Alors, j'ai toujours fait du piano, j'ai commencé très tôt, grâce à des circonstances aussi dues au hasard. Il y avait une dame, professeure de piano, qui était proche de ma famille et qui très naturellement m'a donné des leçons de piano. Elle venait à la maison et elle donnait des leçons de piano à mon frère, à ma sœur. Enfin, pour moi, c'est l'achat de l'électrophone qui a changé le cours de ma vie. Soudain, je me suis aperçue ce que la musique pouvait apporter, la charge d'émotion que peut contenir une œuvre et la manière dont je pouvais trouver là, une matière à me ressourcer, à rêver, ça m'a paru tellement extraordinaire, merveilleux, que j'ai senti que c'était là
qu'il fallait que j'approfondisse, que c'était un domaine qui était très important pour moi, plus que tout. Bien sûr, mon père n'avait pas du tout envie de me voir me diriger vers la musique, et surtout il était tellement heureux de mes beaux succès en mathématiques et en physique qu'il souhaitait que plutôt que j'aille faire des études dans ce sens que vis-à-vis de la musique. Je pense que beaucoup de parents ont un peu ce genre de réaction. Surtout il pensait que la musique n'apportait aucun débouché sérieux. Et que c'était dommage, étant donné que j'avais obtenu ce bachelor en mathématiques, que je ne profite pas des possibilités que j'avais face à moi. Bon, pour moi, ça ne se discutait pas. J'étais tellement convaincue que j'étais sur le chemin qui était le mien, que j'ai accepté les conditions que mon père a exigées, c'est-à-dire qu'il m'a demandé que j'envisage d'être professeur de musique dans les lycées. D'éducation musicale dans les lycées. Et bon, j'ai accepté. Je sais pas, j'ai peut-être eu une intuition. J'ai dit oui, parce que les études me semblaient extraordinairement passionnantes, mais j'avais aucune envie d'aboutir dans les lycées comme professeur de musique, parce que c'est un cours où le professeur n'est pas respecté. J'avais vu au lycée comment le professeur avait du mal à maintenir la classe, la discipline dans la classe. Hein. Et je me voyais mal à cette place-là, mais j'ai tout de même accepté. Tant pis, je sacrifie toute ma vie pour 5 années d'études. Voilà la phrase que j'ai dû dire à l'époque. C'est vrai que les mathématiques peuvent avoir un aspect fascinant. Quelqu'un comme Messiaen a été fasciné par les nombres, mais peut-être Jean-Sébastien Bach aussi déjà. Ça n'est pas mon cas. Très franchement, je n'ai pas ressenti cette fascination des nombres. Ce que j'ai ressenti, c'est que ça m'amusait, les mathématiques, de résoudre des problèmes, c'est toujours quelque chose. Mais ça ne me paraissait pas aussi important que d'être disponible pour la musique. Alors la composition, mais c'est parce que j'avais besoin de m'exprimer. Hein. De toute façon, je sentais un besoin de créer d'une manière ou d'une autre. Puisque j'ai acquis une technique avec la musique, ça me paraît normal que ce soit la musique qui me permette de m'exprimer, surtout que, en fait, pour dominer une technique comme celle-là, ce sont des années et des années d'approfondissement, on n'a jamais fini. Et puis je crois que la musique est le secteur où je suis le plus douée, j'ai une très bonne oreille, et je pense que si j'avais... Au lycée, on disait que je dessinais bien, mais je pense qu'il y en a qui dessinaient tout aussi bien que moi, et peut-être mieux. En musique, je pense que c'était plus... Le don que j'avais était plus... Peut-être parce qu'il a été travaillé depuis la tendre enfance, hein, puisqu'on m'a fait faire des dictées musicales très tôt. Mais je pense que ce que j'avais était plus rare que ce que j'avais en dessin. Il y a une note qui est insistante. Oui. C'est ça. Ça, c'est très souvent chez Tutti, qu'il y a une note vers laquelle tout converge, qu'on retrouve perpétuellement. Alors donc la difficulté principale pour une femme, c'est de s'affirmer dans un milieu qui est essentiellement masculin et où on ne souhaite pas vous accueillir. Les hommes trouvent que la composition entre leurs mains c'est très bien et que la vie est déjà difficile pour eux pour se faire reconnaître et ils n'ont pas envie d'ajouter encore une concurrence auprès des femmes. Bon. Et donc il faut arriver à
trouver sa place et à se faire respecter et considérer dans ce milieu, c'est pas évident. Mais il n'y a pas qu'en musique qu'on a ça. Les députées à l'heure actuelle, elles ont bien du mal, les femmes, elles ont bien du mal à se faire respecter par un certain nombre d'hommes qui ne souhaitent pas leur présence à la Chambre des députés. On est dans ces circonstances-là. Mais ce qui m'étonne, c'est que c'était le cas quand j'étais étudiante, mais je vois qu'aujourd'hui, les choses n'ont pas beaucoup changé et que si je regarde la proportion de filles qui se trouvent toutes ces dernières années, disons, parce que je crois que cette année, il y en a exceptionnellement beaucoup au Conservatoire national. Je crois presque, pas tout à fait, mais un étudiant sur 5 est une fille, alors que quand j'y étais, j'étais la seule. Ah, peut-être il y en avait une dans l'autre classe, dans la classe parallèle, mais avec mon professeur, j'étais la seule. Ça reste vraiment une minorité. Alors au CNSM de Paris, aujourd'hui, sur 26 étudiants, il y a 5 femmes, et curieusement aussi, il y a 9 Français. C'est tout. Les autres sont des étrangers qui viennent essentiellement extra-européens. Ce qui m'étonne, c'est de voir que dans d'autres secteurs, comme celui de la médecine, par exemple, quand j'étais étudiante, les femmes n'arrivaient pas à dépasser un certain statut en tant que médecin. On ne leur confiait absolument pas les postes clés, les postes de professeurs, et c'était pas du tout pour les femmes. Aujourd'hui, elles y ont leur place, et elles y sont très considérées parce qu'elles sont excellentes. Et bien ça, on n'arrive pas à l'obtenir dans notre secteur de la composition. Enfin, ne disons pas la musique, parce que je pense que la composition, c'est peut-être plus fort, c'est plus remarquable. Enfin, cette chose se remarque davantage au niveau de la composition que dans les autres, que pour les instrumentistes, encore que ça existe aussi. Maintenant, je trouve qu'il reste dans l'esprit surtout les décideurs, les gens qui vont faire des programmes et introduire de la musique contemporaine. Alors d'abord, ils ont peur de la musique contemporaine, et le mot contemporain les rend très réticents. Et ce qui m'étonne, c'est que là aussi, ce n'est pas le cas pour la peinture, ce n'est pas le cas pour je sais pas, les films de cinéma. Ils sont produits, on va les voir. En musique, le mot contemporain fait peur. Et puis, il reste dans l'inconscient collectif l'idée qu'une femme, ce sera moins bien, et c'est ça qu'il faudrait arriver à bouger un petit peu. Moi, je trouve ça, vraiment, je n'accepte pas ce genre de choses. Je suis une femme, je suis une femme. Et ceci dit, je n'ai pas envie de penser qu'il y a un problème du fait qu'on soit une femme. Je crois que c'est malsain de vivre avec l'idée qu'il y a un problème. Je pense qu'il faut écrire ce qu'on a à écrire, le mieux qu'on peut. Et je crois qu'il ne faut pas se mettre martel en tête. Je crois qu'aujourd'hui, malgré tout, si on est sérieux, tout de même, on ne vous néglige pas. Et il y a des exemples qui le montrent. Mon but, c'est pas de multiplier les honneurs, c'est pas d'être hyper connu et de multiplier les honneurs, c'est qu'on me laisse écrire les œuvres que je porte en moi et que je souhaite faire émerger dans les meilleures circonstances, et puis que si on veut bien me permettre que je les entende dans de bonnes conditions, eh bien là je suis très heureuse. Mais la musique que j'écris, j'essaie d'être très sincère avec moi-même. Je n'ai pas envie d'être avant-gardiste pour être avant-gardiste, pour étonner tout le monde ou autre. Je suis ce que je suis mon chemin. Et puis j'essaie de faire le mieux possible. Mon but, c'est l'excellence du produit que je vais produire, que je vais apporter. Oui, ce que je voulais ajouter, c'est que malgré tout, si je prends les photos des classes, parce qu'on prenait régulièrement une photo chaque année, si je me réfère à ces photos et que je regarde les camarades que j'avais autour de moi dans les classes de composition, et que je me pose la question, est-ce qu'ils ont fait mieux que moi? Très franchement, je ne vois pas la différence. Je n'ai pas l'impression d'être en retrait par rapport à eux du fait que je suis une femme. Donc je crois qu'il ne faut pas non plus dramatiser. Voilà.
une résonance, c'est la plage 10. Ce que je peux dire, c'est que je pars d'un élément simple quand je vais composer. J'ai souvent un élément qui me paraît comme une évidence, hein, qui presque, on a l'impression que c'est quelque chose qui est presque donné. Et bon, donc un élément simple, mais qui contienne une certaine richesse, qui soit reconnaissable, facilement reconnaissable, avec une certaine richesse mélodique, harmonique, éventuellement rythmique, mais quelque chose qui soit susceptible de vivre, d'apporter ensuite des éléments pour donner de l'ampleur à la composition. Bon, à partir de cela, bon, cet élément, j'aime bien s'il peut se montrer sous deux formes, hein, mélodiques, mais aussi, si j'additionne tous les sons, peut-être ensemble, si je les plaque ensemble, de façon verticale, qui puisse me donner aussi une harmonie, bon, dont je pourrais l'utiliser de différentes façons. Et alors parce que c'est vrai que beaucoup de compositeurs aujourd'hui ont renoncé à tout ce qui est mélodique et harmonique. Ce n'est pas mon cas. Je suis encore attachée à ces deux éléments qui ont marqué, enfin, qui ont été très importants dans la musique, mais ça ne m'empêche pas d'être très sensible aussi à des paramètres comme le timbre, hein. En tout cas, je suis attachée à l'économie de moyens. Et là, très volontiers, je me référerai à la forme de la fugue, qui est importante dans toute l'histoire de la musique occidentale. C'est-à-dire qu'à partir d'un très petit motif, on arrive à faire une construction qui a du sens et qui soutient l'intérêt et qui va durer tout de même un bon moment. Alors, c'est vrai qu'on part d'un petit motif court. Dans la fugue, on va le transformer en le faisant passer de majeur à mineur, en faisant des variations par rapport à ce sujet, en faisant des imitations de plus en plus rapprochées. Bon, mais en utilisant ce type de moyens, je peux parfaitement avoir une construction où je vais avoir mon élément simple la fugue, le sujet de fugue appelle un contre-sujet, parfois deux contre-sujets. Bon, puis moi je vais avoir mon élément de départ qui va appeler des éléments complémentaires qui vont autant que possible être très différents, apporter quelque chose de tout à fait contrasté par rapport à mon élément de départ. Et peut-être il y aura d'autres choses qui vont se créer au fil de ma composition. Et je vais essayer de faire en sorte que... j'aime bien qu'il y ait une espèce de geste très caractéristique pour chacun. Et que quand on les retrouve, ils ne soient jamais identiques, parce qu'ils évoluent, on est en évolution, chaque chose les transforme, mais qu'ils soient toujours reconnaissables par leur côté geste. Bon. Très souvent, ce que je fais, je lance. J'écris, je lance. Et puis, je relis. Et j'élague, je retire. Et au bout d'un moment, je sens vraiment comment le passage peut fonctionner pour que chaque chose ait bien sa place et que les articulations se fassent bien entre les divers éléments. Mais j'y passe beaucoup de temps. Chaque petit fragment de partition vraiment correspond à des écoutes et des rejets de beaucoup de choses. Je travaille beaucoup par élimination. Et quand je termine un petit fragment comme ça, ma question c'est: qu'est-ce que ceci appelle? Quelle va être la suite? Qu'est-ce qu'on a envie d'entendre? Qu'est-ce qu'on a besoin d'entendre après avoir entendu cela? Quelle est la suite logique? Et donc j'essaie de travailler comme ça, mais je pense qu'il faut laisser à une œuvre le temps de gestation dont elle a besoin. Si on précipite les choses, eh bien on écrit des choses qui n'ont pas de nécessité.
On a ces fameuses longueurs, ces fameux passages qui sont mal équilibrés par rapport à la construction. Donc, pour le moment, voilà comment je vois les choses. Comme j'ai fait mes études au conservatoire, et j'étais dans la classe de composition du conservatoire, mon objectif c'était d'obtenir mon premier prix de composition du conservatoire. Mais j'ai d'autres récompenses en effet, et c'est vrai qu'on a l'habitude de mettre bien en avant le prix de Rome. Alors, ce prix de Rome, c'était pas une obligation de le passer quand on était dans les classes de composition, mais en règle générale, tout le monde le tentait. Les professeurs nous poussaient beaucoup à présenter, à faire cet examen, ou ce concours, qui était assez lourd, hein, c'était assez long, mais c'était valorisant, les professeurs étaient fiers quand c'était leurs élèves qui avaient le prix. C'était pour eux très important, donc ils nous poussaient à le faire. Alors, en réalité, ce prix de Rome, pour moi, ça m'a posé des problèmes. Parce que j'étais allée déjà écouter les cantates des concours de Rome dans les années qui avaient précédé. Et c'est vrai que j'avais été étonnée parce que j'avais trouvé que c'était extrêmement un style très académique. Et j'avais trouvé que c'était un bon métier, mais qui manquait il y avait des sujets dramatiques et c'était pas traité avec toute la dramaturgie que contenait le sujet. Et moi j'étais très sensible à ça parce que j'avais été élève de Marcel Beaufils. Nous avions beaucoup parlé à travers la musique allemande de la dramaturgie. La musique allemande est très axée sur ces sujets-là. Et donc quand j'avais entendu les prix de Rome, l'exécution des cantates des prix de Rome préalablement, j'avais eu cette impression, mais j'ai l'impression que je pourrais faire mieux que ça. Si je sais vraiment travailler avec l'orchestre, si on me donne les pistes pour bien orchestrer, j'ai l'impression que je peux faire mieux que ça. Mais en fait, moi je jugeais en tant que moi-même ce que je ressentais, et non pas en tant que membre du jury, où il y avait toute une tradition, les jurys souhaitaient qu'on maintienne cette tradition du prix de Rome. Bon, donc c'est un peu dans cette optique que je me suis présentée, en ayant envie de faire une œuvre dramatique, de traiter tout le texte, et puis surtout ne pas faire quelque chose d'académique et de conventionnel et d'institutionnel. Et donc de mon côté, j'avais envie de chercher, de trouver mon style dans l'actualité. Et il y avait des groupes, il y avait des camarades qui s'intéressaient à ce qui se produisait. Bon, parfois c'était un peu intellectuel, parce qu'à l'époque en question, il régnait le dodécaphonisme avait une importance très, très grande. Hein. Et je ne me sentais pas bien dans le dodécaphonisme. C'est un mouvement qui est trop intellectuel, qui produit des œuvres dans lesquelles je ne me sentais pas à l'aise. Il me manquait cette dramaturgie, vous voyez, dont je vous parle, de cette vitalité impulsée par un fond dramaturgique. Et bon, mais il y avait tout de même des groupes, mes camarades de classe qui étaient plus ouverts vers l'avant-gardisme, disons, même moi j'étais pas avant-gardiste non plus. Ils ne s'intéressaient pas à moi parce qu'ils ne savaient pas ce que j'écrivais et ils pensaient que j'étais académique puisque j'étais prix de Rome. Et donc ça m'a fermé la porte vis-à-vis d'un certain nombre d'opportunités que j'aurais pu avoir d'être jouée dans des bonnes conditions. Donc c'est bon, mais en contrepartie, ça a été pour moi précieux pour entrer au Conservatoire de Paris en tant que professeur. C'était très... Alors pour le conservatoire, c'était considéré comme très prestigieux. Donc j'ai pu avoir un poste de professeur de solfège au conservatoire. J'étais jeune, j'avais 30 ans. Et j'ai pu comme ça gagner ma vie d'une façon plus intéressante que d'enseigner la musique aux petits-enfants dans les écoles communales, les écoles primaires.
Alors, bon, là aussi, c'est une classe dans laquelle je me suis vraiment donnée. J'ai passé des heures infinies à préparer mes cours et à essayer de comprendre, d'aller au plus profond possible dans la pensée des compositeurs qui étaient au programme et d'essayer de la transmettre aux élèves. Bon, ça a été une très belle expérience. J'ai eu l'impression de vraiment d'apprendre tant de choses que j'aurais aimé savoir depuis si longtemps, mais que j'avais pas eu, ça ne m'était pas trouvé dans des circonstances pour que ces choses s'ouvrent à moi, comme au cours de ces années d'enseignement. Mais en fait, ça a duré tout de même 13 ans. Je crois que j'ai enseigné 13 ans la musique 20e siècle. 13 ans d'analyse. Et c'est vrai aussi que ça m'a intéressée tant que j'avais du nouveau à découvrir. À l'époque, Monsieur Mansart, à l'école normale de musique, m'avait déjà demandé que je remplace Yoshihisa Taira lorsqu'il était malade. Et puis on venait de créer ma classe de composition en 2004, on l'a créée. Et donc là, j'ai senti qu'il y avait un terrain qui me plaisait beaucoup, beaucoup. Et que je préférais m'adonner complètement à cette classe de composition que de maintenir voilà, un horaire d'enseignement au conservatoire et un horaire assez chargé. C'était lourd au conservatoire. Les plans qui se renouvellent et qui permettent de donner un sens à la pièce. Ils ont l'air un peu récemment. Oui, il y a peu de choses. Hein. C'est ça qui est intéressant dans une composition, mais vous avez votre série de 200. Alors, je vais... Donc, pour moi, mon prix de composition, et en même temps que le second Grand Prix de Rome, ça date de 1968. J'ai terminé donc mes études tout juste au moment où se sont produits les événements de mai 68. Alors, les événements de mai 68, ça a été un bouleversement dans bien des secteurs. Au conservatoire de musique, ça n'a pas échappé. Il y a eu des commissions nombreuses qui ont réfléchi sur la manière d'améliorer l'enseignement. Et bon, alors donc, moi, je suis particulièrement intéressée par les propositions qui ont été faites au niveau de l'enseignement de la composition. Alors, ce que je dirais, il y a eu donc auparavant, avant mai 68, je vais vous expliquer comment les choses se produisaient. Et puis ensuite, tout d'un coup, il y a quelque chose, une barrière qui est tombée. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'avant, moi, quand j'étais étudiante, on disait à nos professeurs, on les appelait maîtres avec beaucoup de respect. Il y avait une distance très grande entre le professeur et les élèves. Du jour au lendemain, on ne savait plus trop bien comment les appeler parce que bon, on les appelait monsieur, madame, mais un peu gênés. Et puis, je crois qu'à l'université, carrément, certains professeurs se faisaient appeler par leur prénom. Ça changeait vraiment le rapport. C'est incroyable comme simplement le fait d'appeler maître quelqu'un peut créer une distance. Hein. Bon, alors, mettons, je vais vous raconter avant mai 68, je suis étudiante, je dis maître à mes professeurs, comment les choses se passent. Eh bien, pour entrer en classe de composition, il fallait déjà être extrêmement fort en classe d'écriture. Il fallait être très fort en harmonie, en contrepoint, chorale, variation, et également en fugue. Hein. C'était ça qui était l'essentiel de ce que comportaient les épreuves pour entrer en classe de composition. Sinon, en effet, on demandait d'apporter une petite mélodie et un morceau de piano quelconque. Alors, les classes d'écriture n'étaient pas comme elles sont devenues ensuite. À l'époque, on étudiait on n'étudiait pas nécessairement, on ne faisait pas des copies. On n'essayait pas de copier un style, on n'essayait pas de ressembler absolument à un compositeur qu'on appréciait, mais on essayait de développer son oreille intérieure, ce qui était vraiment très bien, hein. L'oreille intérieure polyphonique. On écrivait toujours à 4 voix, et donc beaucoup d'étudiants qui terminaient leurs études d'écriture, même s'ils n'avaient pas l'intention de devenir compositeur, ils se présentaient en classe de composition. C'était la suite logique. Alors, les styles, c'était
très axé sur musique française. Il y avait comment dire, toute cette école qui représente les professeurs de l'enseignement de l'écriture était très admiratif de Gabriel Fauré, en particulier Gabriel Fauré. Mais il connaissait bien aussi le style de César Franck, et puis, bon, disons, ils aimaient bien travailler dans ces lignées. Bon, parfois, les plus avancés allaient un petit peu vers Debussy et vers Ravel. Et disons qu'il y avait aussi des styles, des devoirs. Moi j'ai des souvenirs de devoirs qui avaient un petit peu à voir avec le style Schumann ou des styles de ce genre, un petit peu romantique. Hein. Mais c'était pas défini comme ensuite on a essayé de définir les styles. Donc s'il y avait des petites erreurs, l'essentiel ça ressemblait à de la musique française. Et on arrivait à la classe de composition avec ce bagage. Et la plupart des étudiants continuaient à écrire avec ce même style. La seule chose, c'est qu'ils n'étaient plus obligés d'écrire à 4 voix, vous voyez, à 4 parties vocales. Ils pouvaient écrire pour des instruments, pour de l'orchestre, et ils pouvaient aussi utiliser des formes qui étaient un petit peu plus, comment dire, engager des développements plus longs, et ils s'intéressaient du coup à la sonate et au scherzo, à des formes, mais qui étaient issues des musiques classiques, traditionnelles. Enfin, oui. Et donc ils écrivaient dans un style, ils donnaient des œuvres académiques. Voilà. Ils proposaient des œuvres qui étaient académiques. Mais beaucoup d'entre eux n'avaient pas beaucoup de prétentions, ne se disaient pas nécessairement être des compositeurs. Ils terminaient leurs études logiquement par la classe de composition. Et donc le recrutement n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. C'était... beaucoup allaient devenir directeurs de conservatoire, ils avaient un petit morceau à écrire pour les élèves du conservatoire, ils avaient la plume pour le faire, c'était un peu dans cette optique. Alors, mai 68 modifie les données, hein, en repensant les classes de composition, en essayant d'être plus proche des œuvres du répertoire, quand il s'agit de Schumann, d'essayer de faire vraiment quelque chose qui ne comporte pas de faute de style par rapport à Schumann. Et puis on ouvre un petit peu à des formations qui ne sont plus nécessairement les 4 voix du quatuor vocal. Ouais. Donc tout le monde était très content parce qu'on trouvait que c'était bien au niveau culturel. Ce qui était bien, c'est qu'on ouvrait des partitions de musique. Alors que quand moi j'étais en classe d'écriture, on n'ouvrait jamais de partition de musique. On écrivait par rapport à ce style qui n'était rien du tout, qui était un mélange de styles. Bon. Mais donc le fait d'ouvrir des partitions et d'apprécier la beauté des partitions du répertoire, moi personnellement ça m'a paru très très bien. Mais en fait, moi je trouve qu'il y a une contrepartie, c'est que ça a appris un petit peu à faire du pastiche, à faire des morceaux dans le style et que on travaillait moins à l'instinct, on appliquait plus. On casait des petites formules qu'on avait bien mises en valeur et on apprenait à caser ces formules. Je sais pas, ça devenait quelque chose d'autre. Alors certains étaient très habiles, certains le faisaient musicalement et d'ailleurs c'est assez impressionnant, même aujourd'hui quand on va écouter les travaux des élèves, c'est remarquable. On pourrait prendre les pièces pour du Bach ou pour du Mozart ou pour du Brahms. Ils arrivent à un niveau très remarquable. Mais est-ce que c'est ça qui forme un compositeur? Moi je crois que ça va trop loin. Un compositeur a besoin de faire de l'écriture pour former son oreille. Moi, à mon avis, ça va trop loin et ça ne développe pas suffisamment l'invention et le sens de l'imagination et des initiatives personnelles. Bon, alors, ce que je voulais dire, c'est qu'au niveau de la composition, alors je suis ma classe de composition, maintenant que j'ai parlé des classes d'écriture, il y a eu des choses qui se sont produites qui ont modifié l'état d'esprit. La nomination d'André Jolivet en 1968 qui a apporté
un dynamisme, une énergie à la classe qui était tout à fait différente de ce qui se produisait jusqu'alors. En 1966, le directeur était Raymond Gallois-Montbrun et il a souhaité honorer Messiaen en lui confiant une classe qui s'appelle composition et non pas analyse. Parce qu'à l'étranger, analyse, c'est théorie. Et ça n'a pas le prestige d'une classe de composition. Or, Messiaen était vraiment la gloire du Conservatoire national supérieur, il était connu partout. Et donc, il y a eu soudain 3 classes de composition, Messiaen et Jolivet étant beaucoup plus ouverts vers la musique d'aujourd'hui, enfin du présent, disons, que ce qui se produisait dans l'autre classe. Et puis la personnalité de Messiaen a attiré vraiment des étudiants du monde entier. Bon, donc ça a apporté du renouveau. Puis on a créé une classe d'orchestration qui n'existait pas. Ça a apporté aussi quelque chose de neuf. Et puis il y a eu à l'IRCAM Pierre Boulez qui a créé... il y a eu la création de l'IRCAM par Pierre Boulez. Et donc ça a apporté aussi un lieu où on réfléchissait sur la musique contemporaine et qui était important. Ça a changé les mentalités. En tout cas, Jolivet, il n'a pas enseigné longtemps au conservatoire. Il a pris sa retraite et j'ai plus 70, je pense. Et Messiaen 78. Quand Messiaen est parti du conservatoire, soudain, il y a eu un manque de candidature. Et il y a eu des questions qui se sont posées parce que les étudiants venaient pour travailler avec Olivier Messiaen. Et donc on a repensé le contenu de la classe et puis petit à petit, on a aussi dégagé un budget. Et donc progressivement, la classe est devenue de plus en plus intéressante, attractive et aujourd'hui, il y a tout de même, elle est considérée comme un lieu très, très attractif. Mais ce qu'on y fait, ça n'a rien à voir avec ce qui se faisait lorsque j'étais étudiante. Alors, à l'époque, quand j'étais étudiante, il y avait un quota pour les étrangers. Quand on était 12 étudiants, c'était 10 Français et 2 étrangers. Pas plus, hein, il ne pouvait pas y avoir plus de 2 étrangers. Oui, d'accord. Ou peut-être 3, peut-être vous pouvez obtenir d'en avoir 3, bon, mais pas plus. Hein. Aujourd'hui, il n'y a plus du tout cette manière d'envisager les choses. La classe de composition est considérée comme un perfectionnement pour des élèves qui ont déjà un très bon niveau de composition et s'adresse à tout le monde de façon équivalente, d'où qu'on vienne. C'est-à-dire que si les Français ne sont pas les meilleurs, eh bien on ne les prendra pas. En tout cas, il faut une certaine humilité. Mais c'est bien aussi, il y a autre chose, tout est question d'équilibre. Il faut être ni trop ni pas assez. Parce que c'est vrai qu'il y a une flamme de la jeunesse. On a envie d'écrire, c'est tellement fort cette envie d'écrire que ça s'entend. Il y a quelque chose qui passe dans ce qui est écrit par un jeune compositeur comme cela et qu'il n'a plus quand il a trop travaillé quelques années plus tard. Ouais.